La vengeance talmudique. Malgré les protestations de M. Hull et de Stimson, les responsables du cabinet américain et des experts au sein du ministère des Affaires étrangères britannique, la Seconde Guerre se conclut par une paix nourrie de vengeance, ou plutôt, puisque la vengeance est une négation de la paix et ne peut jamais apporter la paix, par une vengeance qui portait les germes de la prochaine guerre. Les deux élus dictateurs occidentaux, M. Roosevelt et Churchill, prirent la responsabilité de la vengeance puisque malgré leur reniement ultérieur, ils en signèrent tous deux la charte, le protocole de la conférence de Yalta. De cette manière, l'Occident chrétien se joignit à l'Orient impie pour assouvir une vengeance barbare envers l'Europe. L'objectif de ce chapitre est d'identifier qui sont les vrais responsables, puisque d'après les déclarations de chacun d'entre eux, ils agirent sous l'influence ou sous la pression d'individus restés dans l'ombre, ou bien dans l'ignorance de ce qu'ils signaient. Ici, l'incapacité ultime de ces grands chefs de guerre apparemment tout-puissants est révélée. À Casablanca, en janvier 1943, M. Roosevelt joua pour la première fois la partition de la vengeance aveugle lorsqu'il établit soudain le principe de capitulation sans condition. M. Hull, ces mots sonnant comme l'Ancien Testament signifiaient que la paix ne serait pas accordée à l'ennemi, et ce, quel que soit le prix, ce qui était diamétralement opposé à tous les principes précédemment prônés par les dirigeants occidentaux. M. Hull, membre du cabinet américain en charge de ce dossier, déclara que lui et son cabinet n'avaient pas été informés de cette pirouette politique et que M. Churchill était atterré. En outre, le ministère des Affaires étrangères britannique demanda que ce terme soit modifié. M. Churchill, comme il déclara après le conflit qui eut lieu à la Chambre des communes, soutint néanmoins l'utilisation de ce terme, ouvrez les guillemets, mais seulement après que le président l'eut utilisé sans m'avoir consulté. M. Churchill ajouta que si le cabinet britannique avait eu connaissance de ces mots, il s'y serait opposé. Pourtant, et malgré cette expérience, il continua pendant des années à provoquer des rencontres au sommet entre le dictateur moscovite et les deux dirigeants occidentaux. Ainsi, en 1943, à Casablanca, la décision de mettre en œuvre la vengeance fut prise pour la première fois. Cela constitua la trame de fond du plan Mogento, datant de septembre 1944. Manifestement, il fut d'abord élaboré à Moscou, puis rédigé par M. Harry Dexter White à l'attention de son supérieur, puis transmis à M. Roosevelt par M. Mogento, qui le parapha avec M. Churchill et dont l'esprit se diffusa au cours de la conférence de Yalta et de son protocole. La déclaration d'étonnement ultérieure de M. Roosevelt, ouvrez les guillemets, il n'avait aucune idée de comment il avait pu parapher cela. Et les expressions de regret de M. Churchill, ouvrez les guillemets, je n'avais pas eu le temps d'examiner le plan Mogento en détail, je suis désolé de l'avoir signé, sont toutes deux anéanties par le fait que tous deux signèrent ensuite le protocole de Yalta, qui en constituait la descendance et représentait une véritable charte de la vengeance. En y associant leur nom, les deux dirigeants occidentaux firent plus de mal à l'Occident qu'aucune guerre. Ce qui est détruit par des bombes peut être reconstruit. Mais lorsque les valeurs spirituelles forgées par les efforts des nations pendant 19 siècles sont ruinées, elles sont plus difficiles à rétablir. L'Est ne perdit rien, car la vengeance faisait partie de sa tradition barbare, sioniste, en partie abolie pendant le dernier siècle de règne des tsars, mais rétablie en 1917 en Occident, terre du christianisme, la situation était différente. Au cours des siècles, l'Occident avait progressivement amélioré la gestion des conflits depuis la sauvagerie des temps primitifs jusqu'au code civilisé qui avait atteint à la fin du règne de Louis XIV. Les nations acceptèrent de plus en plus ce code suprême qui prohibait les meurtres inhumains et les mauvais traitements infligés aux civils, ainsi que le pillage de leurs biens, qui offrait l'humilité d'un drapeau blanc et qui établissait que les ennemis morts ou blessés et les prisonniers devaient être traités comme ceux de son propre camp. Après quelque temps, de tout cela surgit une organisation internationale sous le signe de la croix qui prit soin de tous les soldats, quelle que soit leur nationalité ou leur grade. Ce code de la guerre civilisée constituait probablement la meilleure
première étape possible dans la perspective de l'abolition des guerres, espoir ultime de l'homme. Il est inspirant d'étudier les archives des guerres menées dans le respect de ce code, et il est rebutant d'étudier celles des guerres qui le nièrent. Les guerres du XIXe siècle qui eurent lieu en Europe furent menées dans une proportion grandissante selon ce code. Ainsi leur récit démontre-t-il l'effort de l'homme à être digne même durant la guerre. Cela s'applique à la guerre de Crimée et aux 3 guerres prussiennes, comme le Danemark, l'Autriche et la Prusse. Elles furent conduites et conclues honorablement. Le seul grand conflit de ce siècle-là, dont l'image est plus obscure, et la guerre civile en Amérique, où la vengeance après la victoire fut assouvie sur le vaincu. Cela n'aurait pas eu lieu sans l'assassinat du président Lincoln, le pacificateur et l'unificateur, qui eut lieu à quelques jours de la victoire. Dans l'ombre ténébreuse de ce crime sont peut-être tapis les mêmes conspirateurs révolutionnaires qui ont incontestablement façonné la destinée de notre pays. À cette exception près, les guerres continuèrent à être menées selon ce code civilisé dans tout l'Occident et dans toutes les contrées où étaient implantées des puissances occidentales. Au début du XXe siècle, la guerre entre les Anglais et les Boers eut lieu en Afrique du Sud. Quelques extraits du journal du colonel Boer, Dennis Reitz, écrit juste après le combat, illustre comment les combattants se comportaient entre eux selon ce code, et ce, il y a à peine 5 ans. Dans un camp de prisonniers britanniques, ouvrez les guillemets, un prisonnier demanda un entretien avec mon père. Ce prisonnier s'appelait Winston Churchill. Il déclara qu'il n'était pas un combattant, mais un correspondant de guerre, et demanda à être libéré pour cette raison. Mon père répondit qu'il portait un Mauser lorsqu'on l'avait fait prisonnier, et qu'il devait par conséquent rester là où il était. Winston Churchill dit que tous les correspondants de guerre au Soudan étaient armés afin de se protéger, et la comparaison énerva mon père, qui lui dit que les Boers n'avaient pas pour l'habitude de tuer des civils. Après la victoire des Boers à Spionkop, ouvrez les guillemets, nous passâmes les quelques heures qui suivirent à aider la Croix-Rouge et nos adversaires à enterrer leurs morts et à évacuer leurs blessés. Après la prise de Dundee par les Boers, ouvrez les guillemets, je vis le général Penn Simmons, commandant des troupes britanniques. Il était mortellement blessé et les infirmières me dirent qu'il ne passerait pas la nuit. Le lendemain matin, je rencontrai un groupe de porteurs qui transportaient son corps enveloppé dans une couverture et je les accompagnai jusqu'au lieu où ils l'enterrèrent derrière une petite chapelle anglaise. Au cours du siège de Ladysmith, mené par les Boers, ouvrez les guillemets, un de nos hommes reçut une balle qui lui traversa les 2 jambes et un autre le ramena courageusement sur ses épaules. Les Britanniques tiraient de toutes parts jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils aidaient un camarade blessé. Ils le laissèrent alors revenir à nous en paix et furent même suffisamment fair-play pour permettre son retour sans aucune balle ne soit tirée. Un soldat corpulent sortit de l'obscurité et s'élança vers moi avec sa baïonnette, mais un faux pas perturba son attaque et s'affala contre moi. L'homme était désormais à ma merci, puisque ma carabine était contre son flanc, mais je fus empli d'une aversion à l'idée de l'abattre comme un chien, et je lui ordonnai plutôt de mettre ses mains en l'air. Je trouvai le soldat que j'avais tué et je fus horrifié de voir que ma balle avait emporté la moitié de sa tête. L'explication était que lors de l'une de nos patrouilles, j'avais trouvé quelques cartouches explosives pour Mauser dans un commerce abandonné et je les avais prises pour m'exercer au tir. Je les conservais dans une poche séparée de ma bandoulière, mais dans l'excitation du moment, j'en avais logé une dans le chargeur de mon fusil, sans y faire attention. Je fus affligé par mon horreur. Je n'aurais jamais sciemment utilisé ce type de munitions. Je jetai le reste dans un ruisseau. À l'issue d'une bataille, les blessés graves furent laissés afin que les ambulanciers britanniques s'en occupent. Les soldats anglais, que ce soit les officiers ou leurs subalternes, firent preuve
d'une humanité sans faille. Nous en avions tellement conscience que nous n'hésitâmes jamais à abandonner nos blessés à la merci des troupes, sachant parfaitement qu'ils seraient transportés et soignés scrupuleusement. Nous vîmes les lumières d'un train, mais le général Smith ne nous aurait pas permis de mettre des rochers sur les rails ni de tirer alors que le bruit des moteurs se rapprochait, de peur de tuer des civils. Nous restâmes donc cachés, entrevoyant des officiers et d'autres passagers ainsi dans le wagon, restaurant, tout inconscients des hommes qui les regardaient tapis dans l'obscurité. À l'approche de la capitulation des Boers, à bord du navire de guerre britannique Monarch, nous passâmes une semaine dans le confort car les officiers et les soldats redoublaient d'efforts pour nous accueillir. Les Britanniques, avec tous leurs défauts, constituent une nation généreuse. Au cours de la période que nous partageâmes avec eux, pas un seul mot qui aurait pu nous blesser ou offenser notre fertier ne fut prononcé, bien qu'ils sussent que nous étions sur la voie de la défaite. Ceci est la description de la guerre menée par des hommes civilisés. Aujourd'hui, la phrase toute faite à propos de la prochaine guerre qui détruira la civilisation est vide de sens, parce que la civilisation est un état d'âme, un état d'esprit, et ne peut être détruite par des bombes. En revanche, elle peut être détruite par des actes tels que la vengeance de 1945. La guerre décrite par le colonel Rhodes fut menée alors que j'étais encore un jeune garçon, et le code appliqué par des hommes tels que lui, quel que soit leur camp, en temps de guerre ou de paix, fut celui que les Anglais de ma génération apprirent à honorer. Il fut respecté pendant la Première Guerre mondiale. Je me souviens de la manière dont les Britanniques traitaient les prisonniers de guerre, et je me souviens de la libération des prisonniers britanniques au cours de l'assaut final. Le traitement fut le même de deux côtés. Un homme blessé n'avait pas la nationalité, qu'il soit aux mains de l'adversaire ou qu'il soit blessé dans son propre camp, il recevait les mêmes soins intentionnés. Le personnel non combattants et les populations civiles étaient respectés. Les pillages et les viols étaient interdits. Qu'est-ce qui causa alors l'abandon soudain en Occident de ce code de la guerre civilisée après la Seconde Guerre mondiale? Les peuples n'avaient pas changé au cours des 27 années écoulées depuis l'armistice de 1918. Ils n'étaient pas plus cruels, au moins gentils qu'avant. Ils étaient seulement aveuglés par une propagande qui cachait la vraie nature de ces actes de leurs dirigeants. Et ces dirigeants, selon leurs propres déclarations, étaient manipulés par d'autres ou n'avaient pas conscience de ce qu'ils signaient. C'est de cette manière que la vengeance de 1945 fut portée, et il ne restait plus homme civilisé que la phrase d'Edmund Burke, ouvrez les guillemets, elle est perdue à jamais, cette délicatesse des principes, cette chasteté de l'honneur où la moindre tache brûlait comme une blessure. Le prélude décisif vint avant même la fin des combats avec le bombardement aveugle des populations civiles dans un pays déjà vaincu, mais voyant son droit aux réfugiés refusé malgré sa capitulation. Le meurtre de civils fut le reproche porté avec le plus de virulence contre l'Allemagne pendant chacune des deux guerres par les hommes politiques britanniques et américains. Le 10 février 1944, la conférence de Yalta se termina et au cours de celle-ci, M. Roosevelt, lors d'une discussion privée avec Staline, avait déclaré qu'il se sentait, ouvrez les guillemets, plus assoiffé de sang qu'auparavant à l'égard de l'Allemagne. Les 13 et 14 février, les bombardiers britanniques et américains, pendant des heures interminables, déversèrent un déluge de bombes sur Dresde, une ville remplie de réfugiés, principalement des femmes et des enfants, fuyant l'avancée de l'armée rouge. Le nombre de victimes et de personnes brûlées et ensevelies au cours de ce jour et de cette nuit ne sera jamais connu. Les estimations varient entre 50 000 et 250 000 civils.